Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler sport d'hiver, on va faire la présentation de ces Jeux de Pékin 2022, on va revenir sur les épreuves, alors on parlera, je vous expliquerai, ça va être une vidéo qui va être assez sympa pour les néophytes des Jeux d'hiver parce que je vais vous expliquer toutes les épreuves. On regardera le programme également des compétitions, donc ça on fera sport par sport, parce que j'ai fait jour par jour, j'ai fait une première vidéo, je l'ai enregistrée déjà une fois il y a 2-3 jours, j'étais pas satisfait du rendu, donc j'ai décidé de la refaire. Il n'y en a pas beaucoup comme ça de vidéos sur la chaîne que j'ai refaites une deuxième fois, mais là j'étais vraiment pas satisfait de ce que ça rendait. Donc on va revenir également sur les polémiques, sur toutes les infos de ces Jeux Olympiques avant le début des compétitions, et puis voilà, une vidéo un petit peu complète pour comprendre les Jeux Olympiques d'hiver et pour que vous vous passionnez pour ces Jeux Olympiques d'hiver. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Et on commence tout de suite. Juste pour vous indiquer sur la chaîne comment ça va se passer au niveau des Jeux d'hiver, il y aura des pistes vertes spéciaux, parce que j'ai regardé, au départ je voulais que ça s'appelle Bonsoir Pékin, sauf que c'est 3 mots en chinois, et autant vous dire que moi j'ai pas fait chinois, donc la prononciation va être catastrophique, donc j'ai décidé qu'on appellerait ça piste verte, contrairement aux Jeux Olympiques des VT où j'avais mis Konishiwa Tokyo, là ça sera piste verte spéciaux JO de Pékin 2022. Donc il y aura une vidéo qui sera, alors là, au niveau de l'horaire, mon gros problème c'est qu'il y a l'émission de Laurent Luyat Géoclub. Moi mon objectif ça aurait été de le mettre avant cette émission là. Sauf que avant cette émission-là, en sachant qu'il y a des vidéos au moins de 25 minutes, 30 minutes. Donc c'est-à-dire que c'est des vidéos qui vont mettre 2h30, 3h à uploader de chez moi. Donc ça veut dire qu'il faudrait que j'arrête de regarder au moins à 13h30, 14h. Il y a beaucoup de soirs où il va y avoir des grosses compétitions, des grosses épreuves, donc je pourrais pas arrêter de regarder avant 15h. Donc ça sera 18h30, 19h au mieux au niveau des vidéos, voire entre 19 et 20h en fait. Voilà, c'est vraiment là-dessus où il faut se pencher. Pour l'instant, je ne sais pas si ça sera 19h ou 20h. Voilà. Mais ça sera avant 20h, il n'y aura pas de vidéo à 21h ou 22h comme on a pu faire pour les jeux d'été, où parfois les vidéos arrivaient le lendemain matin parce que ça n'avait pas fini d'uploader. Donc là on va essayer de faire les vidéos assez vite, surtout qu'il y a quand même moins de discipline aux jeux d'hiver qu'aux jeux d'été, donc c'est un peu plus facile de ce côté-là. On fera également pareil pour les Paralympiques, au mois de mars. En parlant, je peux passer au programme Piste Verte. Il y a un dernier Piste Verte sur tout ce qui s'est passé sur les 10 derniers jours écoulés qui va arriver. Et il y aura également un piste verte championnat du monde de handisport, mais que j'ai pas encore eu le temps de tout regarder. Loin de là au niveau des handisports, je veux vraiment tout regarder avant de vous parler de tout ça, mais il arrivera avant les Jeux Paralympiques. Et puis on aura également une vidéo de présentation des Jeux Paralympiques, puis forcément après les Jeux Olympiques, donc à partir de fin février, toutes les semaines on reprendra également un piste verte sur ce qui se passe pour les Coupes du Monde et les classements généraux de Coupe du Monde pour les globes. On passe tout de suite donc au programme sur France Télévisions. Programme sur France Télévisions, grosso modo, c'est à partir de 1h, 1h30 du matin tous les soirs. Et puis à 17h30, Laurent Luyat qui fait JO Club, en sachant que contrairement aux Jeux Olympiques d'été, je suis quasiment sûr, mais j'ai pas vérifié, mais je suis quasiment sûr, Mathieu Lartaud, Cécile Gray, Cédric Baudou ne seront pas à la présentation pour une raison extrêmement simple. Il y a également le tournoi des 6 nations qui se déroule en même temps que ces Jeux Olympiques d'hiver. Donc je pense qu'à la présentation, on aura peut-être des surprises et des mauvaises surprises. Vous voyez mon regard se tourner vers Céline Rousseau. Et je suis très inquiet de ce côté-là. On commence avec la situation donc, du côté de Pékin. Donc Pékin 2022, les Jeux Olympiques du 4 février au 20 février. Jeux Olympiques sous Covid. Donc forcément vous avez vu ces images, je ne sais pas si vous avez vu ces images de plats à la cantine qui sont faits par des robots, de café réalisés par des robots. C'est aussi la culture asiatique qui adore les robots, on avait déjà vu ça au Japon, ça ne change pas énormément. Au niveau des sites de compétition, grosso modo il n'y a quasiment aucun site qui est sur Pékin à part tout ce qui est site intérieur, mais tout ce qui est ski de fond, tout ça c'est assez loin de Pékin, c'est du côté de Secret Garden. Le public ne sera pas présent. Après,
Bon, pour ceux qui ont vu les Jeux de Pékin 2008, le public chinois, c'est pas le public le plus enjoué au monde. Donc très clairement, ça n'a pas changé grand-chose. J'avais dit pour le Japon déjà ça, parce que j'avais dit, j'étais quasiment sûr que le public japonais aurait été très très chauvin, parce que bon, le Japon est un pays très nationaliste. Autant sur la Chine, je pense que le sport, et surtout les sports d'hiver, sont absolument pas leur priorité au niveau des Chinois. Donc je suis pas sûr que ça change grand-chose dans beaucoup de disciplines. Par rapport à si on avait eu du public, hein, bien entendu, vous me comprenez. Du côté donc de la Covid, forcément c'est le même protocole grosso modo qui s'applique qu'à Tokyo. La seule différence c'est que maintenant il y a Omicron et qu'on a un virus qui se transmet beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Donc il se peut qu'on ait pas mal d'athlètes qui ne puissent pas participer aux compétitions. Et ça serait forcément triste. Imaginons Klebe, par exemple, qui ne ferait pas du ski de fond. Imaginons Papadakis Cizeron qui ne ferait pas du patinage artistique. Forcément, ça serait quand même un problème au niveau des compétitions. Bon, après, on a toujours eu des blessés. Et puis, je rappelle Sam Kendricks du côté de la perche à Tokyo, qui n'a pas pu participer à la compétition. C'était déjà le cas. Ça a l'air d'être... Le village olympique a l'air d'être un petit peu un bunker. Hein. Par contre, dans Tokyo... Enfin, dans Pékin, pardon. Je vais y arriver. C'est-à-dire, de ce que j'ai vu, c'est, grosso modo, c'est un no man's land, quoi. Hein. Il y a que les sportifs qui sont là, les staffs et tout ça. Si t'es chinois, tu rentres là-dedans, tu signes ton arrêt de mort. Grosso modo. On poursuit avec les polémiques sur la neige, sur l'enneigement, parce que je rappelle, ce sont les premiers jeux 100% en neige artificielle. Vous avez vu forcément des photos, notamment des sites de compétition, notamment de ski alpin, où vous voyez vraiment que les descentes remplies de neige et le reste, c'est tout sec à côté. Pour moi, c'est une fausse polémique. Parce que ça voudrait dire déjà que les jeux précédents étaient très écolos. On est sur des sports d'hiver. De toute manière, tu crois vraiment que Courchevel, c'est écolo? Donc c'est pas mieux, c'est pas pire. Je veux bien qu'on fasse des polémiques avec la Chine, notamment sur les droits de l'homme. Là, on peut totalement polémiquer là-dessus. C'est encore mieux de polémiquer le jour de l'attribution, hein. Pas 2 semaines de la compétition, comme c'est le cas, mais c'était déjà le cas avant Pékin 2008, mais je reviendrai là-dessus. Mais au niveau de l'écologie, les sports d'hiver, c'est le pire truc au monde. Enfin... au niveau de l'eau douce, c'est catastrophique, mais c'est pas mieux à Pékin que dans les Pyrénées. Si vous croyez que dans les Pyrénées ou dans les Alpes ou dans le Massif central ou dans les Vosges, on fait pas tourner les canons à neige pendant tout l'hiver, bon, c'est qu'à un moment vous avez de la merde dans les yeux, quoi. C'est le même problème. Alors là, il n'y a pas d'enneigement naturel de base. Après, je rappelle que le principe du canon à neige, c'est qu'il faut juste du froid, hein, pour que ça marche. Donc en soi, dès qu'il y a une zone où il fait froid, on peut mettre un canon à neige. Et je rappelle aussi que c'était déjà le cas en Corée du Sud. C'est vraiment un faux problème. C'est-à-dire qu'en Corée du Sud, il y avait 4% de neige naturelle. C'est vraiment 95% de neige artificielle en Corée du Sud. Hein. Sur tous les sites de compétition. Parce que le problème de l'Asie, c'est que vous avez des coins où il fait très froid, mais il fait tellement froid que vous ne pouvez pas avoir de neige. La neige, c'est très compliqué pour avoir de la neige, grosso modo. La neige, c'est entre -2 et 2 degrés, quoi. Il y a très peu de fois où vous avez de la neige et il fait -10. Parce que c'est quasiment impossible. Et encore moins quand il fait -20, -30. Et c'est à peu près les températures qu'on va avoir du côté de Pékin. Donc c'est impossible d'avoir de la neige. Mais c'était déjà le cas en Corée du Sud. Hein, et il faisait déjà -20, -30. Sauf que comme c'était la Corée du Sud, j'ai l'impression que tout le monde s'en branlait. Et si vous croyez que Turin 2006, Vancouver 2010, les gens ont quand même la mémoire très courte. Hein. Vancouver, donc il y a 12 ans, hein, on a amené de la neige en camion. Tellement il faisait chaud à Vancouver. Parce que pour ceux qui ne se souviennent pas, les Jeux Olympiques de Vancouver, il faisait genre 10 ou 15 degrés à Vancouver pendant toute cette période-là. Il y avait des mecs limite en t-shirt. Faut quand même se mettre ça dans la tête à Vancouver. Mais comme c'était le Canada, tout le monde s'en fout. On a amené de la neige en camion. C'est-à-dire, on l'a pris d'un bout du Canada, les camions ils ont traversé tout le Canada, c'est-à-dire ils ont fait 5000, 6000 km pour amener de la neige. Ça, vraiment, c'était écolo. Hein. Bon, à ce moment-là, ça ne gênait personne. Les Jeux Olympiques d'hiver, c'est pas écolo. Mais c'est pas écolo depuis 40 ans. Donc, on est obligé d'utiliser des canons à neige depuis 40 ans. Et puis, si tu crois que la piste une patinoire, ça consomme de l'électricité à mort, parce qu'il faut bien réfrigérer la glace, parce qu'on n'amène pas de la glace naturellement. Hein. Pour ceux qui ont un congélateur, bah, vous multipliez la consommation de votre congélateur fois 100 ou 200. Du côté
Donc là, il y a les patinoires de hockey, la patinoire de patinage de vitesse, c'est pareil, c'est infernal. Donc voilà. Et puis si tu crois qu'on on prend pas des tractopelles pour faire les bosses, parce qu'il faut les faire aussi les bosses, faut damer les pistes. La consommation d'une dameuse, c'est pas top hein, au niveau écologie non plus. Donc les jeux d'hiver n'ont jamais été écolos. Je pense que même les jeux d'hiver ont un impact écologique plus important. Parce que je rappelle qu'il y a moins d'épreuves quand même, hein, que les Jeux Olympiques d'été. Hein. Parce que c'est énorme l'impact écolo, notamment sur l'eau douce. Parce que hein, les canons à neige, c'est de l'eau douce qu'on met. Hein. Les réservoirs hein, qu'on a à la montagne, bon, voilà. Alors ça gêne pas les gens quand c'est dans les Pyrénées, ça emmerde quand c'est en Chine. C'est le même problème d'un côté comme de l'autre. L'attribution également, la polémique sur l'attribution, parce que les droits de l'homme. Alors oui, c'est un problème, mais c'est un problème dont il aurait fallu parler il y a quasiment 10 ans, quand la ville a eu cette attribution-là. Or, je me souviens que quand Pékin a eu l'attribution, tous les gens disaient « Oui, on fait des Jeux Olympiques à un endroit où il n'y a pas de neige. » Mais personne parlait des droits de l'homme. Or, c'est à ce moment-là qu'il fallait parler des droits de l'homme. C'est avant l'attribution, et après, juste après. Le problème, c'est qu'on fait la même chose avec ces Jeux Olympiques-là qu'avec les Jeux Olympiques d'été de 2008. Où Robert Ménard s'était réveillé, parce qu'à l'époque Robert Ménard n'était pas de droite. Robert Ménard, à une époque, était apprécié par tous les gens de gauche. Parce que Robert Ménard n'hésitait pas à dénoncer vraiment les droits de l'homme et les Jeux de Pékin. Quand tu étais de gauche, c'était bien d'être avec Robert Ménard. Comme quoi le monde a bien changé, mais Robert Ménard était déjà con il y a 15 ans. C'était déjà une pourriture. Pas une pourriture, quelqu'un de très très bien. Parce que si je dis pourriture, peut-être qu'on me le foutra dans la gueule à un moment. Mais c'est surtout que Robert Ménard s'était réveillé à 6 mois des Jeux Olympiques, où il avait fait son fameux, lors du passage de la torche olympique dans Paris, où il avait fait ses fameux trucs sur la Tour Eiffel. Sauf qu'il aurait fallu, en fait, s'émouvoir de ça dès l'attribution de la compétition. Donc, je sais plus, c'était 98 ou 2000, l'attribution des Jeux Olympiques à l'époque de Pékin. À ce moment-là, personne s'en était ému. Bah là, c'est pareil. Bon, s'en émouvoir quand c'est à 3 semaines de la compétition. Sur la Coupe du Monde 2022, de football, il y a eu un peu plus de gens qui se sont émus depuis quelques mois. Mais je rappelle que la Coupe du Monde 2022, Zidane a touché de l'argent. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, Zidane a une mauvaise image dans la presse française? Pas du tout. On le considère comme une idole. Je rappelle qu'il a touché de l'argent pour être ambassadeur, et beaucoup d'argent pour être ambassadeur de cette Coupe du Monde. Et Platini, Blatter, pareil, hein, en passant pour donner leur vote pour cet endroit-là. Et voire même, il y avait peut-être déjà Gianni Infantino, parce que Gianni Infantino était secrétaire de Platini à l'époque. Je rappelle qu'il est toujours président de la FIFA, Gianni Infantino. C'est Gianni Infantino, un jour, je suis sûr qu'un jour Platini ou Blatter vont le défoncer. Ça va arriver dans les mois à venir, mais ils vont... de toute façon, Blatter, il veut faire tomber tout le monde avec lui. Donc tous les mecs qui ont un minimum de rapport avec Sepp Blatter à une époque, ils vont tous tomber là dans la semaine à venir. Il va se lâcher, le petit Suisse. Bon, on passe enfin aux compétitions, parce que là les polémiques ça va 5 minutes. Calendrier et compétitions, explication de chacune des épreuves. On va commencer par un sport que nous aimons tous en France, c'est le biathlon. Je le fais par ordre alphabétique, hein, je me suis pas fait chier, j'ai pris l'ordre de Wikipédia. Du côté du biathlon, alors, les différentes épreuves de biathlon. On commencera par le relais. Le relais mixte. Ça sera le... Alors, donc la cérémonie d'ouverture, j'ai oublié de le dire, ça sera le 4 décembre à 13h. 4 février à 13h. Je vais y arriver au niveau des dates. Le samedi 5 février, on aura le relais mixte. Donc, avec 2 femmes et 2 hommes, ça sera à 10h. Je rappelle également que le programme a été pas mal chamboulé, parce qu'avant, on commençait par les sprints, puis on faisait les poursuites. Ensuite, on faisait l'individuel, on terminait par les relais. Là, c'est plus du tout le cas. Hein. Le programme a été totalement chamboulé parce qu'on a le relais mixte se retrouve en début de programme. Donc, relais mixte qui aura lieu le samedi à 10h heure française. Je rappelle, 2 fois 6 km pour les femmes, 2 fois 6 km pour les hommes. À chaque fois, tir debout, un tir couché, un tir debout. Et les femmes commencent, les hommes terminent. Ensuite, on continue. Le lendemain, ça sera journée de pause pour le biathlon. Et puis, on commencera dès lundi avec... Oui, je vérifie, c'est bien lundi. Donc voilà, le dimanche, ça sera pause. Et le lundi,
La première épreuve, l'individuel, individuel 15 km pour les femmes à partir de 10h le lundi 7 et pour les garçons, ça sera le mardi 8 à partir de 9h30 et ça sera sur 20 km. Je rappelle, il y a une différence entre les deux. Épreuve à 4 tirs, un tir couché, un tir debout, un tir couché, un tir debout. Et surtout, particularité, il n'y a pas de tour de pénalité sur cette épreuve, c'est-à-dire que si vous ratez un tir, vous prenez 1 minute de pénalité qui s'ajoute automatiquement. C'est un peu la différence avec les autres épreuves. C'est l'épreuve emblématique du biathlon. C'est la première épreuve qui a été inventée au niveau du biathlon moderne, parce que je rappelle que le biathlon a été inventé, pour ceux qui ne le sauraient pas, par les nazis. Car en 1936, on se souvient tous des Jeux de Berlin, mais les Jeux d'hiver étaient également dans l'empire nazi à l'époque. C'est à Garmisch-Partenkirchen en 1936. Donc c'était également en Allemagne. C'est je crois que même le seul cas où un pays a organisé à la fois les Jeux d'été et les Jeux d'hiver. Et ça a été en fait une répétition générale pour les Jeux d'été. Et bien entendu, Adolf et Joseph Goebbels, Adolf Huhne et Goebbels, voulaient montrer la supériorité de l'armée allemande et des Allemands sur le reste du monde. Et ils se sont dit, tiens, on va inventer le biathlon. C'est comme ça que le biathlon est né, et c'est pour mettre en avant la supériorité de l'armée allemande. Et ils avaient dominé les compétitions en 1936. Donc l'individuel est l'épreuve majeure, donc 15 km pour les filles, 15 km pour les filles, 20 km pour les garçons. Je vais réussir à articuler correctement. Ensuite, on aura de nouveau 2 jours de pause. Donc mercredi, oui, je me retrouve bien. Mercredi, jeudi, rien. On réattaque avec le vendredi 11. Vendredi 11. Et samedi 12, le sprint, le 11, c'est pour les filles, donc 7 km 5 à partir de 10h heure française. 10h également heure française le samedi pour le 10 km sprint pour les garçons. Ça, c'est l'épreuve vraiment pour les fondeurs. Un tir couché, un tir debout seulement, on va dire. C'est la seule épreuve à 2 tirs avec les relais de cette compétition. Donc 10h pour les filles le vendredi 11, 10h pour les garçons le samedi 12. Et puis la journée magique du biathlon, ça sera le dimanche 13 février. Si vous adorez le biathlon, ça sera noté dans vos petits carnets parce qu'il y aura les 2 poursuites femmes et hommes. La poursuite femmes sur 10 km aura lieu à 10h. La poursuite hommes sur 12 km 500 aura lieu à 12h45. Donc là, on prend le temps du sprint, les écarts à l'arrivée du sprint. Donc si vous gagnez et que vous avez 15 secondes d'avance sur le 5e, eh bien le 5e part 15 secondes derrière vous. Et ensuite, c'est une épreuve traditionnelle, c'est-à-dire à 4 tirs, 2 couchés, 2 debout. Et à chaque fois que vous ratez un tir, comme sur le sprint, parce que j'ai oublié de le préciser, vous faites un tour de pénalité qui équivaut à peu près à 25-30 secondes de pénalité, à peu près la distance, c'est à peu près ce temps-là. Donc c'est une épreuve qui est très spectaculaire. À chaque fois, il y a des belles remontées en plus normalement au niveau des Jeux Olympiques. Et il y a des mecs qui s'écroulent. Donc la poursuite, ça sera donc le dimanche 13. 10h pour les filles, 11h45 pour les garçons. Ensuite, on aura le lundi 14 février, pause, la journée des amoureux. Et puis on attaquera les 2 relais. Donc relais masculin le mardi 15 à partir de 10h et relais féminin à 8h45, il faudra se lever un peu plus tôt. Le mercredi 16, les relais c'est très simple, 4 x 7 km 5 pour les garçons, 4 x 6 km pour les filles, un tir couché, un tir debout pour chacune des concurrentes. Et 4 relayeuses. Pour se passer le relais, vous touchez. Il faut juste se toucher, il faut avoir un contact physique entre chaque concurrente. Et puis on terminera avec la mass start. Donc mass start 15 km pour les garçons, ça sera le vendredi 18 à 10h. Et la mass start féminine sur 12 km 5, ça sera à partir de 10h également le samedi 19. La mass start c'est simple, on prend les concurrents qui ont le mieux performé sur ces Jeux Olympiques. Les 30 meilleurs, que ça soit chez les filles et chez les garçons. Donc on prend les médaillés et puis ceux qui ont fait les meilleurs classements cumulés sur les épreuves précédentes. Et c'est un départ de masse. Voilà, un départ, tout le monde démarre en même temps. Et ensuite, c'est pareil que pour la poursuite. 2 tirs couchés, 2 tirs debout. Et avec les tours de pénalité si on rate des balles. Enfin, des cibles plutôt. Et donc ça sera la fin des compétitions pour les femmes, donc le samedi 19. Donc voilà, programme assez chargé. Par rapport aux Coupes du Monde, la seule épreuve qui n'existe pas aux Jeux Olympiques, c'est le relais simple mixte
qui n'est pas présent dans ces compétitions. Je rappelle que la cérémonie de clôture, ça sera le dimanche 20 février, également à 13h sur France Télé. Je précise au niveau des horaires, comme ça c'est fait. On attaque ensuite le bobsleigh. Le bobsleigh avec 4 épreuves de bobsleigh pour la première fois aux Jeux Olympiques. On aura donc le bob à 2 masculin et féminin, le monobob pour les filles seulement et le bob à 4 pour les garçons seulement. Ça se joue à chaque fois en 2 manches. Donc vous avez que 2 séries, si je ne me trompe pas. Et eh bien, on a beaucoup de concurrents au départ. Vous avez plus d'une vingtaine de concurrentes normalement qui participent à ces compétitions. Donc ça joue en 2 manches. Du côté du monobob et on fait le calcul sur les 2 manches, sachant qu'il faut être dans les 20 premières pour être dans la 2e manche, que ce soit en monobob, bob à 4, bob à 2, féminin et masculin. Donc monobob, comme son nom l'indique, il n'y a qu'une seule femme au départ, et bob à 4, ils sont 4 au départ, mais seulement pour les garçons. Donc il y a un pilote et 3 pousseurs pour un bob à 4 et un pilote, un pousseur pour les bob à 2. Et pour un monobob, le pilote et pousseur, enfin la pilote pour les femmes et également la personne qui pousse le bob. Donc c'est simple, on fait 2 manches et on calcule le temps des 2 manches, c'est le combiné des 2 manches et il faut être dans les 20 premiers après la première manche pour pouvoir participer à la deuxième, en sachant qu'il y aura la France mais également Monaco pour ces épreuves de bobsleigh et qu'on aura notamment Margot Bosch. Les Françaises ou Romain Fèvre. J'ai un trou de mémoire. Je m'excuse. C'est Romain Lefèvre. Alors, attendez, je vais retrouver parce que peut-être qu'on va me donner les participants. Romain Henrich, voilà, c'était pas Romain Lefèvre, c'est Romain Henrich et Lionel Lefèvre. Voilà, vous savez, ma grande passion pour la dyslexie. Et Margot Bosch et Carla Sénécal qui sera également là. Donc ça sera très importante, en sachant qu'il y aura également Sandy Claire en remplaçante et Thomas Delmestre remplaçant pour le bob à 4, en sachant que le bob à 2 c'est un du bob à 4 qui est remplaçant. Donc voilà pour le bobsleigh au niveau des épreuves. Donc ça sera le 13 et le 14 pour le monobob, 14 et 15 pour le bob à 2, 18 et 19 pour le bob à 2 féminin. Donc ce que j'ai dit avant c'était le bob à 2 masculin et 19 et 20 pour le bob à 4. Au niveau des horaires, c'est très fluctuant. En sachant que vous pouvez retrouver le calendrier des horaires, je vous l'indique tout de suite des compétitions, du côté du site de France TV. Vous avez le calendrier complet des compétitions, donc voilà, si vous voulez tout savoir, en sachant que tous les soirs, quand on fera les pistes vertes spéciales Jeux Olympiques, je donnerai tous les soirs le calendrier des Français qui seront en lice et des grandes compétitions pour le lendemain. On passe au combiné nordique. Combiné nordique qui est peut-être l'épreuve la moins connue. Alors il y a eu des grands Français qui ont participé au combiné nordique. Je pense notamment à Jason Lémy-Chapuis, également à l'équipe qui avait été en 92, également qui avait été également très performante, avec Fabrice Guy notamment. Donc du côté du combiné nordique, c'est très simple, on combine le saut à ski et l'épreuve de ski de fond. Donc le saut à ski, c'est très simple, le saut à ski, vous savez, on note donc chaque saut. Donc chaque saut vous apporte un point. La note se fait comment en saut à ski? C'est très simple. On prend on va dire le style du saut, donc l'artistique, on va dire presque. Et puis la longueur du saut, c'est une combinaison des 2 notes. Et puis la force du vent également, qui soit vous enlève des points, soit vous fait augmenter le nombre de points. On note notamment l'atterrissage et ce genre de choses au niveau de l'artistique et à la prestance en l'air. Ça vous donne un nombre de points. Et ensuite, on utilise la table hongroise. Et l'écart de points
va être transformé en temps en secondes. Donc ensuite, on démarre en poursuite pour l'épreuve individuelle. Donc c'est très simple. Si vous avez 25 points de retard sur le premier, eh bien on transforme ces 25 points, je dis au hasard ça fait 15 secondes, eh bien vous partirez avec 15 secondes de retard sur le premier. Voilà, donc, ce qui fait que la course elle est très spectaculaire. Du côté de l'individuel, on aura du côté du tremplin normal à 9 h le mardi 9 février l'épreuve du tremplin traditionnel. L'épreuve de grand tremplin sera le mardi 15 février et enfin l'épreuve par équipe sera le 17 février également à 9 h pour ces épreuves-là. Je rappelle qu'on enlève 8 heures par rapport à l'horaire asiatique en sachant que c'est l'heure du saut et pas l'heure de la course parce que les courses se dérouleront je crois quasiment tout le temps à partir de midi, mais on reverra ça de manière un peu plus précise encore une fois lors des pistes vertes. Et du côté de l'équipe de France on aura du côté du combiné nordique Laurent Mühlenthaler, normalement Antoine Gérard, Matteo Bo, Gaël Blondeau, en sachant qu'on n'a pas énormément de quotas vu qu'on a 4 quotas. Donc voilà, normalement Laurent Mühlenthaler, Antoine Gérard, Matteo Bo devraient y faire partie et ensuite ça se jouera entre Gaël Blondeau et Edgar Vallet pour le dernier ticket. On continue après le combiné nordique, eh bien on passe au curling. Le curling, vous savez, cette discipline, c'est très simple. Le curling, vous avez des pierres, l'objectif est de se rapprocher au maximum de la cible, du centre de la cible, et pour ça vous pouvez balayer pour créer de la vitesse ou créer de l'effet, parce qu'en balayant vous allez faire chauffer la glace qui va créer une pellicule d'eau, ce qui va accélérer la pierre. Tout simplement. C'est des pierres en granit également, notamment produites en Écosse. Voilà, pour savoir. Alors je ne sais pas combien fait le poids d'une pierre, j'ai pas regardé. Ça pèse lourd, je crois. Voilà, et qu'on fait glisser comme ça. Et le lancer, il faut savoir que vous devez lâcher votre pierre à un endroit très précis. Il y a une ligne. Si vous la lâchez trop tard, cette pierre est éliminée. Du côté du tournoi de curling, il y aura des épreuves un peu tous les jours. Il y aura l'épreuve masculine, féminine et l'épreuve mixte. Et il y aura un petit tournoi et puis ensuite on prendra les meilleurs pour faire les quarts de finale, demi-finale, finale, enfin comme un tournoi habituel. Il n'y a pas d'équipe de France, je rappelle, pour le curling. Pareil pour le hockey, on n'a pas réussi à se qualifier, ça s'est pas joué de grand chose, que ça soit chez les filles ou chez les garçons. Pour la qualification pour le hockey sur glace, là encore le hockey sur glace, donc 12 équipes je vais y arriver. 12 équipes vont s'affronter dans le tournoi masculin, 10 dans le tournoi féminin pour la première fois. Grosso modo, c'est les meilleures équipes du monde qui sont présentes. Et puis on aura donc une phase de poule, puis ensuite quart, demi et finale. Et je rappelle qu'un match de hockey sur glace se déroule en 3 tiers temps de 20 minutes. Et l'objectif est de marquer le plus de buts que son adversaire. C'est tout con, c'est tout simple, et grosso modo, on a le droit de faire beaucoup de choses sur le terrain, mais il y a quand même des règles, notamment les obstructions et autres, mais je ne vais pas tout vous raconter. Vous pouvez retrouver, je pense, la majorité des règles sur la page Wikipédia, où il y a des pages qui sont très bien faites pour expliquer les règles. La luge, c'est un peu comme le bobsleigh. Donc on descend la piste de luge. Alors normalement le départ de la piste de luge n'est pas au même endroit que le départ du bobsleigh et du skeleton. Voilà, il y a 2 endroits un petit peu différents parce que les luges n'ont pas besoin des rails de départ des skeletons et des bobsleighs, vu que les concurrents vont gratter le sol, vu que les concurrents sont déjà à bord de leur engin. Tout simplement parce que je rappelle que la luge, on est sur le dos, alors que le skeleton, on est sur le ventre. C'est la grosse différence entre ces deux disciplines. Donc du côté de la luge, plusieurs épreuves. On aura l'épreuve homme, l'épreuve femme en individuel, le double chez les hommes, et on aura le relais par équipe. Relais par équipe, c'est très simple. La fille part en premier, elle passe le relais, donc il faut qu'elle tape sur la ligne d'arrivée. Elle doit taper une sorte de punching ball, on va dire, à la sortie, ce qui permet que ça déclenche le départ du deuxième concurrent, qui est le garçon, en simple. Lui aussi va taper ce punching ball
pour les garçons en double. Et on prend le total des temps de toutes ces épreuves, en sachant que du côté de l'épreuve de luge, c'est également en 2 manches, donc c'est pareil, ça marche de la même manière que du côté, enfin si je ne me suis pas trompé, du côté de la luge, ça marche de la même manière, donc une première descente et une deuxième descente. Ça sera le 6 pour les hommes, le 8 pour les femmes, le 9 pour l'épreuve de double et le 10 février pour le relais. En sachant qu'en bleu, alors je ne sais pas en bleu ce que ça me... Parce que je pense qu'à des moments, il doit y avoir des... Enfin, soit je fais des erreurs ou soit j'arrive pas à comprendre le calendrier des épreuves. Mais de toute manière, on verra tout ça de manière tranquille à chaque fois pour les pistes vertes. Je continue avec le patinage artistique. Patinage artistique, les compétitions de patinage artistique, c'est très simple. Vous avez les épreuves de messieurs, dames, danse sur glace et couple. À chaque fois, il y a une danse courte qu'on appelle le programme court, qui est le programme imposé. Dans la danse sur glace, il s'appelle danse courte et pas programme court, mais c'est le principe. Et puis vous avez également l'épreuve libre, qui est toujours la plus spectaculaire. Alors dans le programme court, vous avez des éléments qui sont imposés et vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez au niveau de votre programme. Du côté du programme libre, vous avez une base qui est imposée au niveau de la réglementation, mais ensuite vous avez le droit de rajouter plein d'éléments. Donc c'est pour ça que les programmes courts sont souvent pas hyper intéressants, parce qu'on voit souvent les mêmes éléments enchaînés de la même manière, ce qui est un peu moins le cas du côté de l'épreuve libre. Comment c'est noté le patinage artistique? C'est très simple. Chaque élément technique est dans le livre des éléments. Il a une note de base. Si vous ratez la figure, c'est-à-dire que au lieu d'avoir que l'atterrissage n'est pas bon, que vous faites une erreur en l'air, vous perdez des points par rapport à cette note de base. Par contre, si vous rajoutez des éléments de difficulté, par exemple, lors de votre saut, vous mettez une main en l'air ou les 2 mains en l'air, ce qui est plus difficile, eh bien, vous avez des points supplémentaires par rapport à cette note de base. Ça, c'est la note technique. Et ensuite, vous avez la note dite artistique. La note artistique, eh bien, c'est si les éléments chorégraphiques sont beaux, c'est une note beaucoup plus subjective faite par les juges du côté de la note artistique. Et ensuite, vous avez des déductions de points, notamment une chute, c'est 1 point, ou si vous dépassez le temps de votre programme. Là également, c'est des points de déduction. Tout ça fait une note. La note du programme court s'ajoute à la note du programme libre, et c'est la combinaison de ces 2 notes qui fait le classement final. Différence également, vous avez vu, j'ai parlé de danse sur glace et de couple. La différence entre la danse sur glace et les couples, c'est qu'en couple, on peut lancer sa partenaire. Vous savez, les triples lutz se lancer, triple salco lancer, c'est toujours très spectaculaire. Et aussi, pour ceux qui me demandent quelle est la différence entre un lutz et un salco, pour vous dire très clairement, il faut avoir l'œil expert. Mais vraiment, même moi, je regarde du patinage depuis 15 ans, il y a toujours des sauts que j'arrive pas à déceler. Tout simplement, c'est le départ qui compte pour les différents sauts. C'est la phase de départ, c'est l'impulsion qui compte. C'est pas ce qui se passe en l'air, les 3/4 du temps. Voilà. Pour faire un petit peu schématiquement et basiquement. Du côté des épreuves, on aura l'épreuve par équipe. Alors, les épreuves de patinage, il va falloir être réveillé extrêmement tôt, parce que ça sera souvent à 1h, 2h, 3h du matin. Par exemple, l'épreuve par équipe, elle commence à 1h30 du matin. C'est tôt, heure française, je précise. Par contre, on aura l'avantage, c'est que la danse sur glace, qui est notre chance principale de médaille, eh bien, ça sera pour la danse courte, ça sera à 13h, non, à 11h, heure française, je vais y arriver. Par contre, la danse libre sera également à 1h30 du matin, donc ça, c'est un petit peu dommage de ce côté-là. Mais bon, décalage horaire avec Pékin. Je continue parce que sinon cette vidéo va être affreusement longue. On est déjà à 33 minutes, donc je vais essayer d'un petit peu accélérer le train. Le patinage de vitesse sur piste longue. Donc c'est très simple, patinage de vitesse sur piste longue, il y a un anneau de patinage qui fait 400 mètres. Il a 2 couloirs, un couloir intérieur, un couloir extérieur. Eh bien, lors de la majorité des épreuves,
vous avez le changement de couloir. C'est-à-dire qu'il y a un moment, un endroit sur la piste, où vous passez du couloir intérieur au couloir extérieur pour pouvoir faire la distance de l'épreuve, c'est-à-dire 10 000 mètres, 1500 mètres, 500 mètres. Également, je m'excuse, des petits rototos. Donc parmi les épreuves, chez les garçons, 500, 1000 mètres, 1500 mètres, 5000 mètres, 10 000 mètres. Chez les filles, on s'arrête aux 5000 mètres. Il y a également la poursuite par équipe. Donc la poursuite par équipe, ça marche comme en cyclisme sur piste. Chaque équipe part d'un côté et d'une moitié et de l'autre moitié de la piste. Et puis l'objectif est de rattraper l'équipe adverse ou de faire le meilleur temps possible. Et puis vous avez également la mass start. Alors la mass start, c'est un système de points. Ça se rapproche en cyclisme sur piste de la course aux points. Pour expliquer basiquement, donc c'est-à-dire qu'à chaque sprint, vous marquez des points. Et tout le monde part en même temps. Et vous pouvez également, si vous prenez un tour, ça fait je crois 20 points aussi. C'est vraiment à peu près le même principe que la course aux points. Voilà, pour ceux qui ont vu déjà du cyclisme sur piste. On continue avec le saut à ski. Donc j'ai déjà parlé de comment ça marchait le saut à ski. Il y aura plusieurs épreuves. Il y aura une épreuve de tremplin normal féminine. Ça sera alors heure française, on m'a mis des conneries. Donc 18h, ça sera 11h45. Du côté de l'épreuve masculine en tremplin normal, ça sera à 11h. Pour cette épreuve-là. Du côté de l'épreuve mixte par équipe, ça sera à 11h45. C'est dur hein, avec les horaires, le décalage horaire. Le grand tremplin, ça sera à 11h et ça sera le samedi 12. Et le par équipe homme, ça sera à 11h le mardi 15 février. Et j'ai oublié de préciser, donc l'épreuve féminine, ça sera le 5 février. L'épreuve masculine en tremplin normal, ça sera le 6 février. Et l'épreuve mixte, ça sera le 7 février. Voilà. Donc la différence entre un grand tremplin et un petit tremplin, c'est que le tremplin normal, il est plus petit que le grand tremplin. Voilà, tout simplement. On continue avec le patinage de vitesse sur piste courte, short track. La différence, c'est qu'au lieu d'avoir une piste qui fait 400 mètres, la piste est beaucoup plus courte. En fait, c'est une piste, c'est une patinoire traditionnelle. Épreuve qui existe depuis 92. La première fois qu'on l'a eu au jeu, c'était en 68, mais ensuite on avait eu 92 et 94. Donc notamment en France. Donc c'est une piste traditionnelle. Au niveau des épreuves, il y aura du côté des filles le 5000 mètres, le 1000 mètres, le 1500 mètres et le relais 3000 mètres. Du côté des garçons, 500, 1000, 1500 et le relais de 5000 mètres, plus le relais mixte. Également, où la France, notamment en Coupe du Monde, avait pris une 3e place. C'était lors de la 2e ou de la 3e Coupe du Monde sur les 4 épreuves qui ont eu lieu en novembre et janvier. Faut aussi le préciser, hein. Il n'y a eu aucune course, je crois, importante depuis sur le mois de janvier. C'était en décembre et novembre. Je vais y arriver à faire une phrase en français, c'est très compliqué. Aussi, particularité, vous êtes à 5 ou 6 sur la piste. C'est vraiment très spectaculaire. Vous verrez également que la VAR n'est pas forcément très sympathique parce qu'à chaque fois, chaque course, on va revisionner la course pour voir si tel ou tel mec n'a pas mis un coup de coude ou fait une obstruction. Donc pendant les épreuves, c'est sympa. Par contre, il y a des gros temps morts qui sont un petit peu gênants. Le skeleton. Le skeleton, c'est donc la luge, mais par la face avant. Là encore, 2 descentes. On accumule les temps des 2 descentes pour voir le vainqueur. Et pareil qu'en bobsleigh, les 20 premiers atteignent la manche numéro 2. Du côté du ski acrobatique, alors le ski acrobatique, ça représente énormément de disciplines. Vous avez notamment le ski de boss. Le ski de boss, ça sera le premier jour, quasiment. Ça sera le 5 février pour les garçons à partir de 12h30. Les qualifications, elles auront lieu le 3 février. Donc avant la cérémonie d'ouverture. Du côté des filles, les ski de boss, ça sera la finale à 12h30 heure française, ça sera le 6. Donc je rappelle comment ça se passe le ski de boss. On note les 2 sauts, on note le temps de descente représente un total de points, c'est-à-dire moins vous mettez de temps, plus vous gagnez de points. Et on note également votre prestance, votre manière de skier sur les bosses.
C'est la combinaison de ces 3 notes qui fait la note totale et qui vous permet de remporter ou non le classement. Ensuite, on aura donc le Big Air. Le Big Air, ça sera à 3h du matin le 8 février pour les filles et à 4h du matin le 9 février pour les garçons. Principe de Big Air, une énorme plateforme en hauteur. L'idée est de faire le plus beau saut, le saut le plus réussi. S'il est très réussi, la note se rapproche du 100. S'il n'est pas très réussi, la note s'éloigne du 100. L'objectif est de se rapprocher le 100 qui correspond à un 10 en gymnastique, pour expliquer. On aura également le ski acrobatique. Donc là, pareil, des plateformes un peu moins importantes. Là aussi, on note les sauts. On a le slopestyle. Le slopestyle, ça sera notamment avec Tess le 2. Le slopestyle, c'est simple. C'est-à-dire que vous avez une zone, on va dire, de compétition avec énormément de modules différents. Vous avez des rails, vous avez des sauts. Grosso modo, vous prenez le jeu SSX3 et ça représente un peu près ce que c'est le slopestyle. Le halfpipe, donc ça c'est le demi-tube, qui est voilà, vous faites le maximum de figures sur ce demi-tube. Vous avez une note qui se rapproche du 100, vous avez de grosses chances d'être champion du monde. Plus votre note s'éloigne du 100, eh bien, vous avez moins de chances d'être champion olympique. Et puis, il y a également le ski cross. Voilà, le ski cross. Alors, le ski cross pour les Français, ça sera à 8h10, les finales. Et ça sera pour les garçons, ça sera le 17 février. Et pour les filles, ça sera le 18 février à 8h55. Je termine. Je suis déjà à 40 minutes de vidéo. Elle est fantastique cette vidéo. On a le ski alpin. On n'avait pas encore attaqué le ski alpin. Ski alpin au niveau des épreuves descente, combiné, super G, slalom géant, slalom, que ce soit pour les garçons et les filles. La descente, c'est l'épreuve un peu magique. C'est l'épreuve où il y a le plus de distance entre 2 portes. Le slalom, c'est l'épreuve où il y a le moins de distance entre 2 portes. Slalom géant et slalom, ça se déroule en 2 manches. Le combiné, c'est une manche de descente combinée à une manche de slalom et on calcule le temps avec les 2 manches, donc avec l'épreuve de descente et l'épreuve de slalom, donc ce qui normalement permet de sacrer le skieur le plus polyvalent. Descente masculine, ça sera le dimanche 6 février à partir de 4h du matin. Le slalom géant féminin aura lieu le lundi 7 à partir de 3h15 du matin. Super G homme le mardi 8 à partir de 4h du matin. 3h15 du matin pour le slalom féminin. Je pense que c'est l'heure de première manche à chaque fois quand vous avez des compétitions en 2 manches. Le combiné, 3h30 pour la descente, ça sera le jeudi 10 février et ça sera pour les hommes. On aura le Super G femmes à partir de 4h30 du matin le 11 février. La descente féminine, ça sera le 15 février à partir de 4h. Le slalom géant masculin, notamment avec Pinturo, ça sera le dimanche 13 à partir de 3h15. Le slalom masculin, ça sera le mercredi 16 février à partir de 3h15 du matin. Le combiné féminin, qui sera la dernière épreuve individuelle, elle aura lieu le jeudi 17 février à partir de 3h30 du matin. Et le slalom parallèle par équipe mixte, ça sera le samedi 19 février à partir de 4h du matin. Slalom parallèle très simple, vous avez 2 pistes, une piste rouge, une piste bleue. Et vous passez d'une piste à l'autre. Voilà, et chacune des équipes, chacun des concurrents dans les équipes part les uns après les autres. Voilà, donc c'est assez spectaculaire, même si c'est pas l'égalité est pas forcément tip top dans cette épreuve-là. On termine, on a encore le ski de fond et le snowboard. Du côté du ski de fond, eh bien plusieurs épreuves. 2 styles, le skating et le classique. Le classique, vous avez les skis parallèles. Le skating, vous marchez un peu en canard, comme pour le biathlon. Voilà, c'est le même style que le biathlon, en sachant que le classique est plus dépensier en calories et moins performant. Donc souvent, c'est plus compliqué quand vous avez des épreuves en classique et en libre, en sachant qu'il y a une alternance selon les Jeux Olympiques. Telle épreuve est en style libre, telle épreuve est en style classique. Du côté des épreuves, on aura le sprint par équipe. Alors le sprint, c'est un tournoi, donc vous avez des qualifications, on prend les meilleurs, quart, demi,
finale. Voilà, vous avez 6 concurrents les uns face aux autres. Sprint par équipe, bah là ça se déroule par équipe de 2, mais c'est le même principe. Là ça sera normalement, ce qui m'est indiqué du côté des hommes, en style libre. Par contre du côté des femmes, le sprint par équipe sera en style classique, alors que le sprint traditionnel sera en style libre. On a le relais. Donc le relais c'est 4 x 5 km pour les filles, 4 x 10 km pour les garçons. On commence, les 2 premiers concurrents sont en style classique, les 2 derniers sont en style libre. Et ensuite, c'est au bout des 4 relayeurs qu'on voit qui s'impose. Passage de relais, pareil que pour le biathlon, hein, on se touche voilà, pour passer le relais. Du côté de l'épreuve contre la montre, ça sera le 15 km classique pour les hommes, 10 km classique pour les femmes. Donc là, c'est la fille qui réalise le meilleur chrono qui s'impose. Vous avez également le 30 km skiathlon ou le 15 km skiathlon pour les filles. Donc là, c'est très impressionnant parce qu'on commence en style classique et puis ensuite, vous changez vos skis pour passer en style libre. Et enfin, l'épreuve, le marathon un petit peu de cette compétition qui clôturera. Donc ça sera le dimanche pour les filles et le samedi pour les garçons. Ça sera le 50 km pour les garçons style libre et le 30 km style libre du côté des filles. Pourquoi pas Delphine Claudel sur un 30 km, hein. Faudra se méfier du côté des françaises. Et puis je termine avec le snowboard. Le snowboard, il y a la seule différence par rapport à ce que j'ai dit. Donc il y a le halfpipe, le snowboard cross, slopestyle, big air. Pareil que pour le ski acrobatique, la seule différence c'est le slalom géant parallèle. Donc là c'est comme le ski alpin, l'épreuve mixte, c'est le même principe. Voilà, piste rouge, piste bleue, on passe sur chacune des 2 pistes. Et c'est la concurrent qui a fait le meilleur chrono final qui s'impose. Donc du côté des épreuves, on aura la finale du slopestyle à 2h30 du matin, ça sera le 6 février pour les filles, le 7 février pour les garçons à partir de 5h du matin. On aura le slalom géant parallèle femmes et hommes à partir de 3h40 du matin le mardi 8 février. On aura à partir du 9 février le snowboard cross à partir de 4h du matin. Le halfpipe féminin, parce que là je parlais du snowboard cross féminin, le halfpipe féminin ça sera le lendemain, le 10 février à partir de 2h30 du matin heure française. Le snowboard cross masculin aura lieu à partir de 4h15 du matin le jeudi 10 février, ça sera le même jour. Le vendredi 11 février on aura le halfpipe masculin à partir de 2h30 du matin. Et ensuite, on aura le snowboard cross par équipe mixte à partir de 3h du matin le samedi 12 février. Et on termine avec les 2 big air, masculin et féminin. À 2h30 du matin, le big air féminin le mardi 15 et à partir de 6h du matin pour les garçons. Ben voilà, on a fait tout le bilan de ces compétitions. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires sur cette vidéo-là, mais également sur d'autres. Quand vous aurez des questions sur certaines épreuves pour comprendre certaines épreuves. Et puis nous, on se retrouve. Premier piste verte de ces Jeux de Pékin. Ça sera juste après la cérémonie d'ouverture. Donc ça sera le 4 février. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.